Merci beaucoup déjà d'être présent pour, cette conférence. Du coup, un format un petit peu spécial puisqu'on va vous faire participer. Ça va être des questions sur un thème qui est assez large, qui est faisons de l'adaptation aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, la culture de demain, qui est un thème, assez, complexe à aborder. Tu peux passer et du coup qui est en fait, la mission de notre entreprise. Donc qui on est? On est un cabinet de conseil qui s'appelle Ping Stratégie, Ping pour performance industrielle et carbone. On est une filiale du groupe Solstice, qui est juste ici. On n'est pas très loin. Si après vous voulez venir nous retrouver et discuter un petit peu plus, en détail avec nous sur les sujets qu'on va aborder pendant ce quiz, ce sera avec plaisir. Du coup, rapidement, on est un cabinet de conseil avec, une dizaine d'années d'expérience, des clients dans différents secteurs, que ce soit public ou privé. On réalise des missions en France et pas mal à l'international aussi. On est habitué aux grands groupes multisites, mais on a également du coup des agences en France, grâce, à la présence du groupe. Rapidement pour présenter le groupe, je vais passer très, très vite. On a plusieurs, typologies, on est dans plusieurs secteurs, notamment les énergies renouvelables avec l'installation de projets photovoltaïques, la mobilité, décarbonée avec tout ce qui va être bornes de recharge de véhicules électriques, également isolation des bâtiments et certification de vos produits. Donc on a une, force de frappe assez conséquente, ce qui permet d'avoir une vision assez large de vos enjeux et de vous accompagner, de A à Z sur, vos différents, projets. Que pour info, vous avez des petites interactions tout au long de la présentation qui seront disponibles. Voilà, là on voit le nombre de personnes connectées. Si vous voulez interagir en attendant ou pendant la présentation, vous n'hésitez pas, ça rendra la chose un peu plus vivante. Voilà. La première chose dont on va vous parler, c'est ce qu'on appelle les limites ou les frontières planétaires. C'est des processus qui régulent le fonctionnement et la résilience du système Terre. Et la question, c'est combien ont été dépassés depuis qu'on les a découvertes? 2 sur 9, 4 sur 9, 6 sur 9 ou 8 sur 9. Pour info, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Ok. Donc effectivement, on est plutôt sur 6 limites sur 9 déjà dépassées. Donc au niveau des limites planétaires, ou des frontières planétaires, selon comment on veut les appeler et la façon dont on veut aborder ça, déjà on va en retrouver quelques-unes qu'on connaît. Je pense notamment à la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui va faire donc le changement climatique, le réchauffement climatique. On va avoir tout ce qui est biosphère avec la biodiversité, l'usage des sols, le cycle de l'eau, ce qu'on a dans les sols au niveau phosphate et azote, donc qui est principalement dû à tous les engrais et ce genre de choses qu'on utilise, l'acidification des océans, la concentration atmosphérique en aérosol et l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. À ce niveau-là, ces deux limites-là, on les avait dépassées à l'époque, histoire de mettre une petite note sympa quand même sur ce constat qu'on a maintenant. Ça vous rappelle quelque chose, le trou dans la couche d'ozone ? Normalement, on laisse un peu de temps parce qu'on n'y pense plus trop, mais c'est un sujet qui a quand même été important à une époque, qui était causé par des choses qu'on savait identifier, donc les fuites frigorigènes. On s'est mis d'accord en termes d'individus, d'entreprises et de politiques pour les changer totalement et les interdire totalement très très vite. Et là où on avait dépassé ces limites-là, elles sont en train de se résorber. Donc voilà, on voit qu'on n'est pas très loin, mais elles sont en train de se résorber et ce trou est en train de se refermer. Et on sait que d'ici 2040, il sera complètement fermé. Petite note pour dire que c'est pas parce qu'on a dépassé qu'on peut plus revenir en arrière. Tout n'est pas perdu. Effectivement, on en a dépassé beaucoup, mais on peut faire quelque chose. Et encore une fois, si tout le monde s'y met et que tout le monde y met de sa bonne volonté et qu'on a un courage au niveau, encore une fois, individuel, entrepreneurial et politique, on peut changer les choses. Bonjour madame, je vous invite à rejoindre là-haut via le code si vous voulez participer au quiz. Bon, on vient de passer la question 1, mais voilà. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été développé en 2009 par un organisme de scientifiques qui s'appelle le Stockholm Resilience Center. Il les évalue régulièrement, notamment avant on n'avait pas toutes les limites qui avaient encore été évaluées parce que ça prend du temps, c'est des choses complexes, on verra juste après. Là pour l'instant c'est gentil, il y aura une petite slide avec plus d'interactions. Ça nous pose la question de dans quelle limite l'humanité peut continuer à se développer et vivre tout simplement au-delà de ça dans des conditions de vie décentes, donc notamment en venant respecter des planchers sociaux aussi, juste pour toutes et tous. À ce niveau-là, donc, il y a deux choses qu'il faut voir, c'est qu'en fait, nous, en tant qu'être humain, via nos activités, on a des impacts donc, sur ces limites planétaires.
Donc on le voit, voilà, par exemple, l'agriculture va utiliser des engrais et des pesticides qui vont relâcher de l'azote et du phosphore dans les terres, par exemple. Donc ça va venir impacter ces cycles biogéochimiques. Ce qui se passe, c'est que déjà, on a des impacts sur différentes limites planétaires, mais qu'en plus de ça, ces limites planétaires en elles-mêmes vont venir impacter d'autres choses. Truc très simple, on relâche des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça provoque un réchauffement climatique. Beaucoup d'espèces ne peuvent pas forcément s'adapter à cette montée des températures et disparaissent. Voilà, on a un impact sur la biodiversité. Donc on peut avoir un impact qui a d'autres multitudes d'impacts, c'est assez complexe. Et il faut voir qu'à ce niveau-là aussi, on n'est pas juste impactant sur, sur l'environnement et sur cet écosystème, on en est surtout dépendant. Très basiquement aujourd'hui, l'environnement nous fournit énormément de services et qui sont qui sont gratuits entre guillemets. Après, des gens revendent ce qu'ils ont pris, mais à la base, on prend des choses, on a des services qui sont rendus, qui sont gratuits, qui sont surtout, la plupart du temps, non monétisés aussi dans nos activités. Ce qui fait qu'on n'en évalue pas l'importance, ou peu, et surtout, régulièrement, c'est invisible. Ce qui fait que c'est compliqué aussi de le prendre en tête, mais truc très basique, mais voilà, souvent on va penser déjà aux matières premières et à l'énergie, mais il faut voir aussi qu'il y a des trucs beaucoup plus simples comme la température. Là, on a eu un record de température au Brésil, il a fait quasiment 60 degrés par exemple. Pour les fans de Taylor Swift, vous savez ce qui s'est passé sur son dernier concert. Donc on a ce genre de choses. Donc passer une certaine température, les machines ne fonctionnent plus, tout s'emballe, on ne peut plus travailler tout simplement, hein, c'est plus décent, voire on ne peut pas sortir. On a les questions tout simplement aussi basiques d'avoir de l'eau saine, qu'on peut boire, dont on a besoin, avoir de l'air de qualité, et d'autres choses au niveau bien-être, donc le fait juste d'avoir une bonne santé mentale, se sentir bien dans un environnement sain. Donc c'est important d'évaluer nos impacts et aussi nos dépendances à cet environnement pour pouvoir mettre en place des solutions d'adaptation pour limiter au maximum ces impacts, mais aussi anticiper les changements qui vont arriver et ne pas en être trop dépendant non plus. Pour ça, on peut utiliser l'outil dont on vous parlera après, l'analyse de cycle de vie, le bilan des gaz à effet de serre. Mais voilà, on en parle juste après. Donc on a ce constat du problème, même si voilà, encore une fois, je vous rappelle, couche d'ozone par exemple, on a une action commune qui a été faite et ça montre que c'est faisable si on s'y met et qu'on y met une bonne volonté. Mais donc ça nécessite une transition. Donc à ce niveau-là, Émilie, est-ce que tu peux nous parler de la transition environnementale et des bonnes étapes pour ça ? Et ça va être la prochaine question. Quelles sont les principales étapes pour réussir cette transition au niveau de vos organisations ? Vous avez 30 secondes du coup pour répondre à cette question. Vous avez différentes étapes. Agir tout de suite, mesurer, planifier, réaliser et améliorer continuellement, établir un plan d'action et le réaliser, ou mesurer, planifier et réaliser. Alors, est-ce qu'on peut avoir les résultats, nous ? Ah, ça y est. Et effectivement, on a bien 4 étapes primordiales pour réussir cette transition. Alors, le agir tout de suite n'est pas forcément faux. En revanche, si on agit sans avoir des objectifs concrets et un plan d'action réfléchi, on risque peut-être d'aller droit dans le mur. Alors, rapidement, sur les 4 étapes, on a effectivement un premier pilier qui va être la mesure. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vient définir un cadre de référence dans chacune de vos organisations, pouvoir cartographier vos risques et vos opportunités, savoir quel est votre écosystème, quelles sont vos parties prenantes pour vraiment savoir dans quoi on met les pieds et être sûr qu'on prend tous les paramètres en compte lorsqu'on va venir établir un plan d'action. Une fois qu'on a cette mesure, donc soit avec un bilan carbone, on vous parlera un petit peu plus en détail par la suite, on a du coup cette analyse qui en découle et on a identifié vos postes d'émission les plus significatifs et c'est sur ceux-ci qu'on va venir cibler tous nos efforts parce que c'est ceux-là qui vont permettre de réduire nos impacts. On a du coup cette planification qui vient rentrer en compte par la suite. On a du coup ces postes d'émissions significatifs. Typiquement, comment est-ce qu'on va faire pour venir les réduire ? Donc notre but, nous, chez Pink, c'est vraiment de vous aider à construire une stratégie de réduction adaptée, alignée avec les objectifs nationaux, mais aussi les objectifs de vos organisations, puisque les deux doivent être corrélés. Ensuite, on a la partie réalisation, la mise en place et le pilotage de la stratégie.
sans oublier du coup le dimensionnement et l'allocation des ressources et des compétences nécessaires. On parle de grosses gestions de projets qui vont toucher à plusieurs équipes dans vos organisations. C'est très transverse. Alors comment faire ça et faire ça bien? Et ensuite, on a l'amélioration continue. C'est un cycle continu. On peut toujours faire mieux. On peut voir dès la première année les petits points où ça a un petit peu bloqué. Peut-être qu'on n'a pas alloué assez de ressources à un moment donné. On va venir à ce moment-là vous accompagner pour avoir une boucle qui se répète et être plus en plus bon, tout simplement. Nous, chez Pink, on va rajouter 3 petites étapes en plus avec vous pour s'assurer qu'on a pris en compte toutes les routes du possible. On va venir faire attention à la projection sur le long terme, puisque dans nos organisations, on a effectivement des objectifs qui peuvent se décliner sur du court, moyen, long terme. Il ne faut pas oublier aussi que les obligations, par exemple réglementaires, évoluent très rapidement. Il faut tout le temps les prendre en compte. Et du coup, je vous parlais de boucles répétitives, tout simplement parce que ces points-là, on est obligé de les suivre. Ça va être des obligations réglementaires et on ne pourra pas passer outre. Ensuite, on va venir vous aider du coup à avoir une roadmap des possibles. Donc on va essayer de cumuler de la valeur plurielle à court, moyen et long terme. Valeur plurielle, je parle de valeur financière, économique bien sûr, parce que c'est quand même le cœur de nos activités encore malheureusement, mais aussi de la valeur sur l'environnement, la valeur dans le développement personnel de vos salariés par exemple. Donc on essaie de venir avec vous réfléchir sur tous ces points. Et ensuite, à chaque fois, sur ces piliers-là, il y a bien sûr des freins d'identification de points bloquants et comment est-ce qu'on va faire pour outrepasser ces limites et ces cadenas sur votre transition. Et aussi, un point important à rajouter, c'est qu'on ne veut pas vous dicter un plan d'action. Le but, c'est vraiment de le co-construire avec vous. On a besoin de connaître vos contraintes et finalement, qui de mieux que vous pour nous en parler. Donc, il y a vraiment, on essaie tout au long de la discussion d'avoir des ateliers avec vous basés sur l'intelligence collective pour vraiment co-construire ce plan et être sûr qu'il vous convient à 100%. Et la question qu'on va se poser, et on vous laisse vous reconnecter au pire pendant la question, c'est pas ça, c'est comme ça, pardon, j'oublie. C'est qui peut réaliser un bilan des gaz à effet de serre? Donc on a le choix entre les collectivités de moins de 50 000 habitants, celles de plus de 50 000 habitants, les organisations de moins de 500 salariés ou les organisations de plus de 500 salariés. Nicolas, on garde les réponses, on sait que tu as vu les réponses. Là, c'est plus long, là. D'habitude, quand vous répondez, ça vient tout de suite. Il y a des gens qui doutent. Ok, mais voilà, alors, c'est sympa. De temps en temps, on ne fait pas de piège. Tout le monde a bon. Petite nuance sur la question. On aime bien être un peu relou aussi. Tout le monde peut réaliser. C'est pas doit, c'est peu. Tout le monde peut s'évaluer en soi. Il n'y a pas de mauvais moment pour le faire. Tout type, là, au plus, on s'est focalisé sur collectivité et organisation, mais si vous êtes dans l'événementiel, vous pouvez faire un bilan carbone à l'échelle d'un événement de un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Voilà. Ça peut être fait à plein de niveaux, ça peut être fait à l'échelle d'un projet, d'un produit aussi, mais bon, généralement on le fait à l'échelle d'une organisation. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bilan GES? J'y viens, calmez-vous, j'arrive, tout va bien. En gros, un bilan GES, on va venir évaluer les émissions donc, de GES, gaz à effet de serre, de l'ensemble des activités d'une organisation, d'un projet, d'un produit, généralement d'une organisation, sur une période temporelle. Généralement, on prend 12 mois, mais on peut prendre moins, on peut prendre plus. On prend généralement 12 mois et généralement, on recommande l'exercice comptable parce que ça permet d'avoir des indicateurs communs, monétaires et environnementaux en même temps et d'avoir une double décision à ce niveau-là. Enfin, 2 indicateurs pour décider. Combien ça coûte? Quel impact ça a? Est-ce que j'en suis dépendant financièrement? Est-ce que j'en suis dépendant d'un point de vue climatique? À ce niveau-là, on va évaluer plusieurs choses. Au centre, ça pointe ça, c'est ça? Non. Au centre, on va avoir ce qu'on brûle, très simplement. Je brûle du gaz pour me chauffer, je brûle du carburant pour faire avancer mes véhicules, ce genre de choses. On va avoir les impacts des autres énergies qui n'émettent pas quand on les utilise. Voilà, allumer une ampoule, ça ne produit pas de gaz à effet de serre en soi.
Par contre, produire l'électricité qui allume cette ampoule, ça en émet. Et donc ça, on va venir le prendre en compte. On va prendre en compte tout ce qui est déplacement, que ce soit du fret amont ou aval, donc des marchandises que vous achetez et que vous transportez chez vos clients. Et aussi les déplacements de vos salariés pour venir au travail et repartir chez eux. Les déplacements de salariés de votre travail, les déplacements professionnels de vos salariés et potentiellement ceux de vos visiteurs et vos clients, qui peuvent être un peu difficiles à suivre, mais je pense à un exemple de vous êtes Auchan, vous êtes Leclerc, les déplacements de vos clients qui viennent dans votre magasin acheter tout ce qu'ils ont à acheter, ça va être un très gros poste par exemple. On se pose aussi vraiment la question de quel flux mon activité a besoin pour fonctionner. Si les clients ne viennent pas dans votre magasin et qu'ils n'achètent pas vos produits, votre magasin se casse la gueule. Donc c'est important de le prendre en compte aussi. Typiquement, ça c'est une dépendance. C'est une dépendance à ce niveau-là. On va retrouver tout ce que vous achetez en termes de biens, de services, tout ce que vous avez immobilisé, donc vos bâtiments, vos véhicules, tout ce que vous louez à quelqu'un pour l'utiliser vous-même. Donc voilà, pareil, ça peut être bâtiment, véhicule, matériel, vos déchets. Et donc en aval, on va retrouver tout ce que vous vendez, donc notamment avec comment ils sont utilisés et comment, surtout à la fin, on les démantèle, comment on les recycle, comment on les traite. Et tout ce que vous louez à quelqu'un, donc que vous possédez, mais que vous louez à quelqu'un pour que lui l'utilise. Ça, c'est vos actifs aussi. Donc voilà. On va prendre en compte tout ce qu'on fait. Comme ça, on est assez exhaustif. Et donc, on va venir évaluer ce dont Émilie parlait avant. Maintenant qu'on a mesuré, on va analyser quels sont nos gros postes d'émission, comment on peut s'améliorer, combien ça coûte, de quelles ressources j'ai besoin, quand est-ce que je le mets en place, enfin, à quelle échéance, qui s'en occupe. Voilà. Tout ça, on va l'avoir. Et au bout d'un an, on recommence cet exercice pour dire, voilà, j'ai mis en place des actions, où est-ce que j'en suis maintenant, est-ce que ça a eu l'impact escompté, est-ce que je suis en avance, en retard. Et on s'adapte. L'idée, c'est pas juste de faire des calculs dans un gros tableur Excel et d'avoir un chiffre et de pouvoir le donner et répondre à une exigence. D'ailleurs, notamment, on rappelle que tout le monde peut le faire et on vous invite à le faire avant d'être obligé de le faire. C'est un bon moyen aussi de bien maîtriser, parce qu'après, c'est de la donnée qui est déclarée publiquement. Donc si on vous oblige à faire un truc en dernière minute en catastrophe et que vous devez le publier, vous allez moins maîtriser ce que vous allez montrer à tout le monde plutôt que si vous le faites en avance et que vous maîtrisez la chose. Il y a aussi que répondre à une réglementation dans l'urgence, c'est la subir. L'anticiper, c'est beaucoup mieux, ça permet de créer de la valeur potentiellement. Mais voilà, on peut le faire pour sa conscience parce que ça fait partie de ce qu'on veut pour son entreprise. C'est aussi un moyen en fait d'aller chercher des infos qu'on va pas forcément chercher, des nombres de fois où on pense qu'il y a des données très très basiques qu'on a dans sa société et qu'on n'a pas du tout. Vous seriez impressionné. C'est un peu un moyen aussi de mettre en lumière d'autres choses que sur un aspect très souvent qu'on a, ce qui est de l'aspect économique. Des choses qui coûtent très cher à l'entreprise peuvent avoir peu d'impact et vice-versa. Ça peut être l'occasion de mettre en lumière d'autres aspects de notre activité. Et aussi de mettre en lumière tout court des aspects qu'on ne suit pas d'habitude mais qu'on va venir suivre et donc d'avoir un meilleur suivi de son activité à ce niveau-là. Ça peut attirer effectivement aussi les investissements. Voilà, c'est un critère de sélection. On a des tas de banques qui passent à notre stand parce que ça fait partie des critères qu'ils cherchent maintenant dans leurs investissements. C'est aussi ce que Une batterie. Ok, c'est bon, c'est revenu. C'est ce que les investisseurs cherchent à ce niveau-là, notamment les personnes qui vont venir faire des placements par la suite. Ça peut amener des clients et ça peut permettre de garder et d'amener des talents, donc des collaborateurs, des collaboratrices. Là où avant c'était très très en retard, tout ce qui était sujet climat RSE, c'est en train de grimper en flèche dans les critères de sélection des salariés lorsqu'ils cherchent une nouvelle entreprise. J'en parlais, mais voilà, les régulations, ça vous permet de soit les respecter, soit les anticiper. On a donc fait ce bilan carbone. L'important, une fois qu'on aura mesuré et fait une réduction, ça va être de vouloir contribuer notamment, parce qu'il y aura des émissions résiduelles. Toute activité a un impact. Voilà, là, on est venu ici, forcément, ça a un impact. Il peut être plus ou moins grand, mais ça va avoir un impact. Il va y avoir une étape de contribution, enfin de prendre les émissions résiduelles, donc tout ce qui reste, qu'on ne peut pas réduire, et de venir les compenser, ce dont on en parle, pour venir contribuer à la neutralité carbone. Waouh, gros mot. Souvent, on en entend beaucoup parler, souvent, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, l'idée, c'est de venir vous chercher sur qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone. Comme le dit Arnaud, qu'est-ce que la neutralité carbone ? Alors, je ne sais pas si c'est hyper lisible sur vos téléphones. On a un premier choix qui est l'absence d'émissions de gaz à effet de serre.
Un deuxième choix c'est l'absorption de carbone. Un troisième qui est l'équilibre entre les émissions humaines de CO2 et celles absorbées par nos territoires. Et l'équilibre entre les émissions humaines de gaz à effet de serre et celles absorbées par nos territoires. Et tout le monde a terminé. Alors, c'était un petit peu fourbe de notre part. Le premier choix, on s'explique tout de suite, l'absence d'émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être une forme de neutralité carbone, ça n'arrivera jamais, mais ça peut en être une. Donc c'est pour ça qu'on avait un petit choix multiple. Mais voilà, petite parenthèse fermée. Et ensuite, on a effectivement la différence entre les émissions de CO2, donc de carbone, et les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on parle de vraiment la totalité des gaz à effet de serre. Donc effectivement, carbone, azote, azote, protoxyde d'azote, etc. Et méthane, voilà, exactement. Excusez-moi, j'avais perdu les mots. Alors, si on prend la suite, passez. Rapidement, pour vous expliquer le principe de neutralité carbone, on a sur notre belle planète Terre ce qu'on appelle des puits de carbone. Des puits de carbone, ce sont, alors vous pouvez le voir sur le graphique à gauche, soit notre atmosphère, soit nos océans, ou soit le principe de photosynthèse, donc tout ce qui va être traitement par les plantes, par les forêts, par les mangroves, etc. Donc ces puits de carbone, en fait, récupèrent les émissions émises par l'homme et viennent les traiter. Sauf qu'au bout d'un moment, plus on en émet, plus ces puits vont saturer et le reste va se retrouver dans notre atmosphère, ce qui va effectivement participer activement au dérèglement et au réchauffement climatique. Donc quand on parle de neutralité carbone, c'est l'atteinte de l'équilibre entre ce qu'un territoire émet comme émission de gaz à effet de serre, donc généralement par nos activités, et donc l'équilibre entre ces émissions, et ce que le territoire est capable d'absorber. Donc on a un objectif de zéro émission nette qui doit être atteint au plus tard en 2050. Ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être complexe en 2040 de se dire mince, on est super en retard sur nos objectifs, il va falloir qu'on arrête toutes nos émissions. C'est beaucoup plus complexe d'avoir une pente croissante et tout de suite avoir un pic descendant plutôt que de décroître tranquillement sans avoir une énorme pression. Bon, malheureusement, on est déjà un petit peu en retard, mais tout n'est pas perdu. Je peux. Alors rapidement, quel est le rôle de nos organisations, de nos entreprises dans cet objectif de zéro émission nette ou de contribution à la neutralité carbone? On a plusieurs piliers sur lesquels on va pouvoir venir travailler avec vous. Le premier pilier qui va être la réduction de l'empreinte de vos produits ou de vos services. Donc Arnaud vous a présenté le bilan carbone. Donc là, on va savoir quels sont vos postes les plus significatifs. Si vous avez des entreprises qui fabriquent un produit en tant que tel, on va pouvoir également vous aider sur tout ce qui va être éco-conception de ce produit. Donc via un exercice qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, l'ACV. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être sujet lié à votre chaîne d'approvisionnement. Maintenant, en Europe, on a beaucoup délocalisé. On produit peu d'objets qu'on utilise maintenant au quotidien. Donc ça veut dire qu'on a un peu externalisé nos émissions vers l'Asie notamment. Mais finalement, ce sont quand même nos impacts. Donc comment est-ce qu'on va embarquer nos fournisseurs dans notre démarche pour atteindre nos objectifs long terme. Ensuite, sur des points un petit peu plus précis, on va avoir tout ce qui va être efficacité énergétique et industrielle, donc directement dans vos process ou dans vos bureaux, concrètement. Typiquement, groupe Solstice, on installe des bornes de recharge pour vos véhicules électriques. On est capable de vous accompagner sur de l'autoconsommation, avec de l'énergie renouvelable. Tout ça, ça va rentrer dans votre mix énergétique et baisser votre impact sur ce pilier-là. Donc énergie, matières renouvelables, c'est ce dont je viens de parler. Et puis finalement, la sensibilisation de vos collaborateurs. Si vous êtes un ou une responsable RSE, c'est un gros pilier pour embarquer vos collaborateurs dans ces projets qui finalement sont assez complexes. Et si on n'embarque pas la majorité de l'entreprise, on ne va pas très loin. Donc nous, on est ravis de vous accompagner sur ces 6 piliers-là. Et encore une fois,
On pourra poursuivre la discussion par la suite. Ah oui, du coup, je vous parlais rapidement d'éco-conception et d'exercice qui est l'analyse de cycle de vie. C'est un petit peu complexe, du coup, on vous a préparé une question dessus pour vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Pourquoi réaliser une analyse de cycle de vie? C'est une très bonne question. C'est tout petit, désolé. Pour quantifier les impacts environnementaux de mes produits, pour montrer que mes produits sont neutres en carbone, pour réduire l'intensité matérielle et énergétique de mes produits ou pour revoir la conception de mes produits. On fait avec les moyens qu'on a, effectivement, il peut y avoir plusieurs réponses. Vous n'avez accès qu'à une seule réponse. Voilà. Ça vous laisse plus de chances, potentiellement, s'il y a plusieurs bonnes réponses, d'avoir... Bon, il y a plusieurs bonnes réponses, voilà. Effectivement, donc quantifier les impacts environnementaux de mes produits, c'est un peu la base de la CV. Voilà, on fait une analyse de cycle de vie. On a les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie et sur les phases du cycle de vie aussi. Ça, c'est très important. Ça va ressembler au niveau du bilan carbone aux phases que je vous ai montrées avant. On va voir de l'amont, du transport, de l'utilisation, ce genre de choses. Montrer que mes produits sont neutres en carbone. Bravo à vous, vous n'avez pas coché cette réponse. Petit point, donc vous allez voir beaucoup de boîtes qui vont dire qu'elles sont neutres en carbone, des produits qui vont être neutres en carbone, des services qui vont être neutres en carbone. Ils vous mentent? Non, surtout que techniquement, aujourd'hui, ça va être répréhensible par la loi. Le terme de neutralité carbone, il fait de sens qu'à l'échelle de la planète. À la limite, on va venir le décliner à l'échelle d'un territoire, d'un État, histoire que les différents pays aussi puissent se mettre des objectifs, mais on va plutôt maintenant favoriser le terme de contribution à la neutralité carbone. Je ne peux pas être neutre en carbone, je suis plein de carbone moi-même, ça ne marche pas. Si je suis neutre en carbone, je ne suis pas et je préfère être. Donc à ce niveau-là, mais ce terme va être encadré. Il y a toute une ISO qui est en train d'être développée pour tout ce qui est terme de neutralité carbone et notamment de contribution à la neutralité carbone, ce qui empêchera les entreprises de venir tromper les consommateurs à ce niveau-là dans pas longtemps. Pour réduire l'intensité énergétique et matérielle de mes produits, on en parlait juste avant, c'est aussi l'intérêt d'avoir un inventaire en fait, parce que la première étape d'une analyse de cycle de vie, ça va être de faire un inventaire, de dire c'est comme une recette de cuisine. Pour faire mon produit, j'ai besoin de quoi? Dans quelle quantité? Si pour faire un gâteau, vous avez besoin de la farine, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez mettre toute la farine dans le saladier et ça c'est bon, mais si à chaque fois que vous prenez votre sachet, vous le faites tomber et qu'il y a de la farine qui finit au sol, vous avez une moins bonne efficacité. Votre gâteau vous coûte plus cher pour la même chose. Donc c'est aussi un moyen, ça c'est aussi un des messages, on y reviendra dessus en conclusion, mais un des messages qu'on va vous faire passer, c'est que tout ce qui est performance environnementale, c'est pas un caillou dans la chaussure, c'est vraiment à voir comme une opportunité de mieux gérer ses activités, parce qu'au final, qu'est-ce qui a de l'impact? C'est j'utilise beaucoup d'énergie, beaucoup de matière, donc en fait, pour ça, on va venir réduire l'énergie et la matière qu'on consomme, donc ça va vous coûter moins cher aussi, vous allez être plus performant. C'est vraiment une double opportunité à ce niveau-là. Ça doit pas être un caillou dans la chaussure, c'est beaucoup perçu comme ça aussi, et ça doit pas l'être, c'est vraiment dommage. Dernière bonne raison de le faire, revoir la conception de mes produits. Bah oui, parce que si on a vu quels étaient les impacts, si on a vu où est-ce qu'on était trop intense, autant passer à la dernière étape qui est de je vais réduire. Du coup, est-ce que je peux utiliser d'autres matières? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je peux utiliser moins d'énergie avec des nouveaux process, ce genre de choses? Voilà. Tout ça, c'est faisable. Tout ça, on peut vous accompagner dessus. Et c'est ce dont parlait Émilie juste avant, ça s'appelle l'éco-conception. À ce niveau-là. Sur lesquels il y a des aides et sur lesquels on peut vous accompagner d'ailleurs. Rapidement, pour rappeler, donc, le cycle de vie, comment est-ce qu'on fait un produit? On va venir chercher des matières premières, donc ça, on va venir le prendre en compte. À chaque fois, les petites flèches grises, c'est du transport. Donc, on va venir transporter ça dans une première usine qui va modifier les choses, potentiellement à plusieurs usines. Donc, ça, c'est toutes les étapes de fabrication du produit. Après, on va retrouver le transport de ce produit jusqu'au point de vente ou de livraison, l'utilisation par le consommateur, sa fin de vie, donc je vais le jeter. On rappelle qu'on ne jette pas ces mégots de cigarettes ni ces emballages plastiques au sol, s'il vous plaît. Et ensuite, ce déchet va être récupéré et va être traité. Donc, il va être désassemblé, si possible, recyclé, incinéré, enfoui. Voilà, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. À chaque fois, on va venir regarder, en fait, pour chaque étape, c'est quoi les quantités, c'est quoi les flux, c'est quoi les pertes aussi, et quels impacts, quelles interactions ça a avec l'environnement.
plutôt que de dire impact d'ailleurs, c'est quelles interactions ça a, parce que potentiellement, on peut avoir aussi un produit qui a des impacts positifs. C'est faisable à ce niveau-là. Encore une fois, on va retrouver des piliers assez similaires, et c'est aussi le message qu'on voulait faire passer dans cette présentation. C'est vraiment, il y a des opportunités à saisir, elles sont là. Il faut juste savoir aller les chercher et se faire accompagner potentiellement, mais voilà. Ça recoupe, c'est bon. Donc, une fois que vous avez évalué l'empreinte de votre produit, de votre service, il y a un truc tout simple qui est de le faire certifier aussi. Ça permet d'avoir une sorte de... J'ai pas le mot, mais c'est pas très grave. Ça permet d'avoir C'est pas grave. Voilà, une forme de reconnaissance, merci Émilie, sur le marché, de pouvoir vous comparer, ce genre de choses, d'avoir un cadre aussi, voilà, c'est ça le mot que je voulais chercher. D'avoir un cadre qui permet de légitimer, c'était l'autre mot que je cherchais, merci moi. De légitimer en fait tout ce que vous avez fait, de vous faire reconnaître effectivement, comme le disait Émilie. Encore une fois, on a parlé d'optimiser vos process en termes de matière et d'énergie. On n'est pas là pour vous apprendre à quel point ça coûte cher. Il faut voir qu'aussi, comme il va y avoir de la contraction à force sur tout ce qui est matière et énergie, forcément les prix vont grimper. Donc autant apprendre à être sobre dans ce que vous utilisez et efficace dans vos process. Identifier les alternatives résilientes et durables. On peut avoir potentiellement, ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi, c'est de se dire, je peux remplacer mes choses, il faut savoir quels impacts ça a sur son produit. Forcément, si ça vient faire qu'au lieu d'avoir une durée de vie de 30 ans, il passe à 10, c'est peut-être pas une bonne idée, vu que déjà on va tout multiplier le reste des impacts par 3. Mais aussi, on peut réfléchir en termes d'approvisionnement, et notamment on parlait de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement juste avant. Réfléchir à qu'est-ce qui se passe si demain il n'y a plus de pétrole et qu'on ne peut plus faire amener mes matériaux dont j'ai besoin en bateau pour construire mon produit. Je ne peux plus construire mon produit potentiellement. Donc réfléchir aussi à se dire, ok, dans 10, 20, 30 ans potentiellement, comment je fais pour que mon activité elle soit toujours là et qu'elle soit pérenne avec ce qu'on a autour de nous. Donc ça, c'est un sujet dont on peut parler. Réduire vos dépenses et vos coûts, et éviter surtout les surcoûts. Là, on l'a vécu de plein fouet ces derniers temps entre tout ce qui est crise énergétique, le transport, l'approvisionnement alimentaire. Voilà, on a une inflation énorme. C'est des sujets qui risquent de se reproduire malheureusement. Et donc, anticiper ça et avoir quelque chose de résilient pour pouvoir éviter ces surcoûts, c'est un bon sujet. Encore une fois, tout ce qui va être mobilité électrique et production sur vos toits, vous avez des surfaces, autant les utiliser pour produire de l'énergie et être autonome et pas dépendant de la fluctuation, par exemple. Ça, c'est un sujet qui peut être fait. Enfin, ça va vous permettre d'accéder à de nouveaux marchés. De plus en plus de marchés sont régulés. Il faut avoir une certification, il faut être en dessous d'une certaine empreinte. Il y a plein de sujets. Ça peut vous permettre aussi parfois d'avoir des bonus, des subventions à ce niveau-là. C'est vraiment un moyen d'accéder à des marchés qui sont fermés, parfois même fantômes. Régulièrement, on a des clients à qui on propose des choses qui n'en ont pas connaissance. Et on dit c'est très simple, si vous ne savez pas que ce marché existe, parce que les gens qui utilisent les produits avec cette certification, ils ne vous demandent pas si vous avez le produit. Ils vont sur le site, c'est marqué sur le site de l'organisme certificateur qui a la certification, et ils appellent les gens. Ils ne vont pas commencer à vous demander ça. Vrai marché fantôme à ce niveau-là, sur les produits certifiés, parce qu'il y a des sites web qui regroupent tout ça, notamment dans tout ce qui est construction. Il y a un gros sujet à ce niveau-là. Et encore une fois, on parle de respecter, anticiper la loi. Je pense à des choses toutes bêtes, mais dès que vous avez un produit qui est au contact du public, vous devez avoir une certification RoHS, par exemple, sur les substances dangereuses au contact de l'humain. Un moyen de vérifier qu'il n'y a pas de substance, c'est de faire une analyse, et donc pourquoi pas une analyse de cycle de vie, et donc pourquoi pas, au passage, obtenir une certification et partir dans une démarche d'éco-conception pour réduire vos coûts. Il y a un moyen, en fait, de mutualiser aussi beaucoup de coûts et de temps d'analyse et de réflexion à ce niveau-là. Mais voilà, si vous voulez aller plus loin, donc vous n'hésitez pas, ce qu'on disait au tout début, nous on est juste là, c'est pas loin en plus. Donc voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur de l'accompagnement, mais aussi sur du plus concret, de tout ce qui est mobilité électrique, isolation, étanchéité, production d'énergie, le stand est juste là, encore une fois. Dans l'absolu aussi, si vous avez des questions un peu plus générales, on a un formulaire de contact juste ici. Si vous avez des projets un peu plus précis, que vous n'avez pas le temps parce que là vous avez faim, vous l'allez manger, vous dites il s'arrête jamais de parler ce mec, j'ai envie d'aller chercher mon sandwich, désolé. Voilà, on a tout ça. N'hésitez pas à venir vous voir et on espère que vous avez apprécié cette présentation. Merci de votre attention et bonne journée.